Donc aujourd'hui, nous allons continuer le cours de génétique bactérienne. Alors si vous vous rappelez la dernière fois, le mardi, on avait commencé à parler de la génétique bactérienne. On avait parlé de la structure de l'ADN chez une bactérie, mode de multiplication d'une bactérie. Alors s'il vous plaît, coupez tous vos micros parce que يسمعكم. Alors, attendez, voilà, merci. On avait parlé aussi des mutations, pardon. Les mutations, c'est quoi une mutation? On avait dit que c'était un changement de base, de un ou de plusieurs changements de base qui pouvaient arriver d'une manière spontanée, non induite par un antibiotique, mais plutôt c'est la sélection des antibiotiques qui induisait la mutation. Maintenant, aujourd'hui, on va parler des transferts génétiques. Alors, c'est quoi un transfert génétique? Alors, un transfert génétique, c'est un transfert d'ADN en sens unique. Alors, j'insiste sur mon choix des mots. C'est un transfert d'ADN et pas autre chose, dans un sens unique, à partir d'une bactérie donatrice à une autre bactérie qui est réceptrice. Dans un transfert génétique chez les bactéries, obligatoirement, on va avoir une bactérie qui a donné de son matériel génétique et une bactérie qui... ça va un peu... Enfin, est-ce que vous arrivez à m'entendre maintenant? C'est bon? Je sais pas pourquoi ça s'est coupé. Ah, je cherche plus, c'est bon. Allez, on continue. Donc, je recommence. On a dit c'est le transfert entre deux bactéries, enfin, c'est le transfert d'un ADN vers une bactérie qui est réceptrice, compétente. Le mot compétente, qu'est-ce que ça veut dire en génétique bactérienne? Ça veut dire que tout simplement, la compétence, ça veut dire que la bactérie accepte de recevoir هذا l'ADN. Ça veut dire quoi encore une fois? ماشي un ADN هكذا libre راه يدور, il est en train de flotter dans le milieu extérieur, il va décider de rentrer à l'intérieur d'une bactérie. Non, c'est la bactérie réceptrice qui va lui permettre, qui va lui dire, OK, معليش, c'est bon, je vais t'accepter. C'est ça la compétence. Alors, ces transferts d'acide désoxyribonucléique, ADN, doivent être suivis de recombinaisons génétiques légitimes. Alors, comme vous le voyez sur le schéma, c'est ça une transformation. Alors, c'est quoi? Vous avez une bactérie qui est donatrice. On a dit que les transferts génétiques se faisaient toujours entre une bactérie donatrice et une bactérie réceptrice. Vous avez la première bactérie qui est donatrice.
La bactérie, ou là, je ne sais pas ce que ça sera, en tous les cas, elle est morte. Donc, lorsqu'elle va mourir, elle va se désintégrer dans le milieu extérieur, on est bien d'accord. Donc, son matériel génétique va se retrouver avec d'un nu, parce elle s'est désintégrée, elle est morte. Son matériel génétique va se retrouver avec dans le milieu extérieur. Lorsque ce matériel génétique va rencontrer une bactérie qui est réceptrice, qui est compétente, qui accepte de faire entrer de l'ADN extérieur, si vous voulez, à l'intérieur, elle va en prendre une partie. Donc c'est ça la transformation, c'est l'étape. C'est qu'une bactérie réceptrice intègre de l'ADN exogène à l'intérieur du cytoplasme. Ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une recombinaison génétique dite légitime. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette bactérie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va l'intégrer à l'intérieur de son ADN. Et c'est là où va rentrer les différents modes de transfert, si vous voulez, de différentes options entre guillemets. Par exemple, si ma bactérie qui est donatrice était résistante aux antibiotiques et que cette bactérie arrivait à capter avec le gène de résistance, d'accord? Donc à la fin, ce qu'on va avoir, c'est une bactérie résistante à tel ou tel antibiotique. Voilà. Alors, les transferts d'acide désoxyribonucléique doivent être suivis de recombinaisons génétiques dites légitimes s'ils proviennent d'une même espèce ou d'une espèce voisine. Alors qu'on soit bien d'accord encore une fois, une bactérie, elle ne va pas faire rentrer dans son matériel génétique de l'ADN d'une espèce bactérienne complètement différente de la sienne. Par exemple, une E. coli ne va pas intégrer de l'ADN d'un staphylocoque. Ça ne peut pas arriver. Une colis, elle peut intégrer de l'ADN une espèce voisine, par exemple de la même famille que elle, je ne sais pas, salmonelle ou la shigelle. Et entre parenthèses, heureusement, parce qu'on aurait vraiment n'importe quoi. On aurait des bactéries, des super bactéries si vous voulez. Donc, une bactérie ne peut intégrer dans son ADN lors de la transformation que de l'ADN qui provient d'une même espèce ou d'une espèce voisine. Donc, avec acquisition de nouveaux caractères génétiques stables, donc transmissibles à la descendance, dénommés recombinants ou transformants. Donc, dès le moment où cette bactérie réceptrice, elle a fait intégrer l'ADN dans son ADN, elle va pouvoir le transmettre à la descendance. Ça fait partie de son chromosome. Donc, c'est un schéma récapitulatif. Vous avez une bactérie, la première bactérie, on va l'appeler bactérie 1, qui a été lysée. Ça y est, elle est morte, c'est bon. Donc, même son ADN, il va être fragmenté en différents fragments. Les fragments, ils vont flotter dans le milieu extérieur si ils rencontrent une bactérie de la même espèce et que celle-ci décide d'intégrer un fragment. Par exemple, le fragment B. Une bactérie. Donc, elle va l'intégrer. Sauf encore une autre information, lorsqu'elle va l'intégrer, elle ne va pas dire dans son chromosome. Une bactérie ne peut pas se permettre de faire ça. Parce que à chaque fois que cela a un ADN, elle va l'intégrer dans son propre ADN. La cellule, elle va exploser. Le chromosome, il va devenir géant. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Et c'est pour ça qu'elle doit intégrer de l'ADN qui lui ressemble, ça veut dire d'une espèce voisine ou de la même espèce. Par exemple, dans le cas, la bactérie réceptrice, c'est le fragment petit a, petit b, petit c. Le fragment petit b, il ressemble au fragment grand B. Donc, elle va tout simplement le remplacer. D'accord? Ça veut dire qu'elle va remplacer le fragment qu'elle a, qui ressemble un peu à l'autre. Elle va couper le fragment petit b et le remplacer par le fragment grand B. Encore une fois, c'est pour ça qu'elle doit intégrer de l'ADN de bactéries d'espèces voisines parce que il y a ce qu'on appelle une recombinaison. C'est un échange. C'est un échange, ça veut dire qu'elle va détacher son propre ADN, son morceau d'ADN à elle, et elle va faire rentrer l'ADN exogène. Et si l'ADN exogène, il a les mêmes propriétés que les siennes, les le petit b, mais s'il a en plus d'autres propriétés, par exemple résistance aux antibiotiques, c'est encore mieux pour elle. Donc, elle va acquérir un nouveau caractère. Alors, cette transformation a permis de démontrer que l'ADN était le support de l'hérédité, c'était en 1944.
Bon, en 1944, on va voir, il faisait différentes expériences, voilà, qui ont permis de démontrer beaucoup de choses. Alors, nous avons l'expérience de Griffith. Alors, avant de commencer l'expérience de Griffith, ce que vous voyez sur la photo, les colonies S et colonies R, c'est du streptocoque pneumoniae. Les colonies S, ce sont des colonies qui sont capsulées. Comme vous les voyez, elles sont extrêmement muqueuses. La réalité, on dirait des gouttelettes d'eau parce que la capsule, c'est du polysaccharide très muqueux. Donc, on dirait vraiment que c'est mouillé. Alors que les colonies qui ne sont pas capsulées, qui n'ont pas de capsule, comme vous le voyez, c'est des petites colonies qui sont très sèches. Alors, Hadley Griffith, qu'est-ce qu'il a fait? Il a travaillé sur le transfert de la virulence d'une bactérie pathogène, qui est Streptococcus pneumoniae. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu, si vous voulez, mettre en évidence, enfin prouver qu'une bactérie pouvait transférer une information génétique à une autre bactérie de la même espèce, bien sûr. Il s'est rendu compte qu'il y avait des bactéries qui sont capsulées et des bactéries qui ne sont pas capsulées, mais qui sont de la même espèce, qui sont le Streptococcus pneumoniae. Il a voulu prouver que des bactéries capsulées pouvaient transmettre l'information de comment synthétiser une capsule à une bactérie qui n'était pas capsulée. Comment il a fait ça? Donc, premièrement, il a fait les premiers tests. Comment il va prouver ça? Il a pris des Streptococcus pneumoniae qui sont capsulés et il les a injectés à une souris. La souris, elle est morte par pneumonie parce qu'on avait dit, si vous vous rappelez, on avait dit que la capsule, c'était un pouvoir pathogène en plus pour une bactérie parce qu'elle est tellement grosse qu'elle permet à une bactérie d'échapper au système immunitaire, aux antibiotiques, etc. Bon, dans ce cas-là, elle a échappé au système immunitaire, c'est à la souris, on est bien d'accord. Donc, si vous injectez des bactéries capsulées qui sont le pneumocoque à une souris, pardon, la souris, elle va mourir par pneumonie. Ok. En bas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a injecté des bactéries non capsulées, toujours du Streptococcus pneumoniae, mais non capsulées à une bactérie. Il a trouvé que les bactéries, elles ne tuaient pas une souris. La souris, elle arrivait à survivre. Donc, je résume. Le Streptococcus pneumoniae capsulé, il est pathogène pour la souris. Il arrive à la tuer par pneumonie. Le Streptococcus pneumoniae non capsulé, il est non pathogène pour la souris et elle arrive à survivre. C'était les deux informations principales. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une souche de Streptococcus pneumoniae qui est capsulée, il l'a chauffée, ça veut dire qu'il a tué la bactérie et il l'a injectée à la souris. Encore une fois, la souris m'a parce que vous lui avez injecté des bactéries mortes. À l'époque, c'était en 1944. Ils étaient en train de faire des expériences. Maintenant, peut-être ça vous paraît, c'est n'importe quoi. Mais à l'époque, c'était vraiment quelque chose. Ce qu'il a prouvé par là, c'est qu'une capsule, une bactérie qui est décédée et qui est capsulée, la capsule ne tuait pas la souris. Parce que la première expérience, il a injecté la bactérie qui est vivante et capsulée à une souris. Il est arrivé à la tuer. Ça veut dire que c'est la bactérie qui a tué la souris, mais chez la capsule. Ok, donc Fadi, la troisième expérience, il a prouvé l'innocuité, si vous voulez, de la capsule. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Et c'est ça l'expérience la plus importante. C'est il a pris des bactéries non capsulées, R, comme tu vois en bleu, qui sont vivantes. Et il les a mélangées avec des bactéries capsulées tuées. Donc, il les avait chauffées tout à l'heure. Il les a mélangées et il les a injectées à la souris. Qu'est-ce qui s'est passé? La souris, elle va mourir. Alors que théoriquement, on lui a injecté une bactérie qui est non capsulée, on avait prouvé auparavant qu'elle ne tuait pas la bactérie. Et qu'on a mélangé avec la bactérie non capsulée avec des bactéries capsulées tuées, des cadavres de bactéries capsulées, on les avait mélangés, on les a injectés à la souris. Donc, qu'est-ce qu'il a prouvé? C'est que dans le tube, vous avez mélangé les bactéries qui sont
vivantes et qui sont non capsulées avec un cadavre de bactéries capsulées, il a prouvé que avec le tube, il y a eu un passage d'informations génétiques, que la bactérie capsulée tuée a réussi à transmettre son ADN à la bactérie non capsulée qui, à la fin, en gros, si vous mélangez un Streptococcus pneumoniae non capsulé avec un cadavre de Streptococcus pneumoniae capsulé, vous allez avoir à la fin un Streptococcus pneumoniae qui a une capsule. Pourquoi? Parce que c'est l'information génétique de comment synthétiser une capsule. Parce que qu'on soit bien d'accord, n'importe quelle option en plus pour une bactérie, c'est une information génétique. Ça veut dire si une bactérie arrive à synthétiser un flagelle, ou des cils, ou résister aux antibiotiques, c'est tout simplement تتعلمها. Comment quand on dit ça couramment, on dit elle a appris à synthétiser telle ou telle chose ou à résister à un antibiotique. كيفاش تعلمتها? C'est tout simplement elle a reçu un morceau d'ADN qui contient l'information génétique qui va lui coder pour ça. Donc là, l'information génétique, l'expérience, c'est quoi? C'est comment synthétiser une capsule. Une bactérie, un pneumocoque qui est nu, qui n'est pas capsulé, il ne sait pas comment synthétiser une capsule. Mais si vous lui donnez l'information génétique, comment tu fais? Comment les polysaccharides pour synthétiser une capsule? Donc automatiquement, il va, entre guillemets, apprendre à synthétiser une capsule. Donc Griffith, c'est ce qu'il a fait dans son expérience. Il a pris des bactéries qui ne savaient pas synthétiser une capsule, qui ne sont pas capsulées, et il les a mélangées avec des bactéries capsulées, mais qui sont mortes. Donc, FedEx-Tube, ce qui s'est passé, c'est que les bactéries mortes, il y a de l'ADN de la bactérie morte, entre guillemets, qui est en train de flotter. Un de ces morceaux de l'ADN, c'est comment synthétiser une capsule. Le morceau d'ADN, il a été capté par la bactérie vivante non capsulée. Elle l'a intégré dans son matériel génétique et elle a commencé à coder pour une capsule. Ce qui fait que la souris, lorsque vous lui avez injecté le mélange, vous lui avez injecté une bactérie non capsulée qui a appris à synthétiser une capsule grâce à la bactérie morte. Et donc, elle va être tuée par la bactérie capsulée, enfin, qui a appris à synthétiser une capsule. Voilà. C'est ça l'expérience de Griffith. Bon, mon PC, il a bugué. Ça va? Est-ce que vous avez compris? Parfait. Donc, quelles sont les conditions nécessaires à la transformation? Donc, la transformation, elle dépend d'une part des bactéries et de leur aptitude à être réceptrices pour l'ADN, c'est la notion de compétence, et d'autre part de l'ADN transformant et de ses propriétés. Encore une fois, ce n'est pas toutes les bactéries qui acceptées de l'ADN, ça ne marche pas comme ça. Vous avez certaines bactéries qui sont ouvertes, entre guillemets, elles sont ouvertes à toute proposition. Donc, dès qu'elles rencontrent un morceau d'ADN, elles se disent, allez, Nzido, on va enrichir notre base génétique. Mais vous avez d'autres bactéries, elles sont complètement fermées. C'est la notion de compétence. C'est une bactérie qui est non compétente lorsqu'elle ne veut pas intégrer de son ADN. Et vous avez une bactérie qui est compétente lorsqu'elle accepte d'intégrer des morceaux d'ADN exogènes dans son propre ADN. Voilà. Donc, la transformation, c'est un phénomène qui est spontané dans la nature. Il est rare, c'est très rare, parce qu'on soit bien d'accord, pour qu'une bactérie, elle arrive à rencontrer un morceau d'ADN flottant de la même espèce qu'elle. Dans la nature, c'est très rare. Avec l'expérience de Griffith, on l'a induit, si vous voulez. On a mélangé dans un même tube des bactéries mortes avec des bactéries vivantes de la même espèce. Donc, pour que ça arrive dans la nature, c'est un phénomène qui est assez rare. Bon, je vous donne l'exemple ça arrive très souvent, c'est dans la salive. Parce que la salive, vous allez voir le cours avec Dr. Douahi, c'est un milieu qui est extrêmement riche en streptocoques. Et les streptocoques, ce sont des bactéries c'est des bactéries compétentes. Elles acceptent les morceaux d'ADN.
Donc, dans la salive, vous avez beaucoup d'échanges entre les bactéries de cette manière. Voilà. Alors, deuxièmement, c'est un phénomène qui est naturel. Il est restreint aux cellules naturellement transformables et peu de bactéries sont transformables. Ce que je veux dire, c'est peu de bactéries sont compétentes. Elles acceptent les ADN exogènes. Donc, vous avez l'hémophilus, les Neisseria, les streptocoques et les bacillus. Phénomène restreint aux cellules de la même espèce ou d'espèces voisines. Et phénomène qui peut concerner différents caractères. Vous pouvez avoir la forme capsulée, vous pouvez avoir la résistance, exigence ou indépendance vis-à-vis d'un métabolite, ou bien les caractères morphologiques de mobilité. Alors, exigence et indépendance vis-à-vis d'un métabolite, par exemple, une bactérie qui ne savait pas utiliser de lactose, elle ne sait pas utiliser le lactose, ça veut dire qu'elle ne l'utilise pas comme source d'énergie. À un moment donné, elle va rencontrer une bactérie qui sait le faire. Donc, elle va capter, enfin, bien sûr, que la bactérie se connaît, elle ne va pas lui voler son matériel génétique. Elle va capter avec le morceau d'ADN de comment utiliser le lactose ou le glucose ou n'importe quel exemple. Elle va apprendre à l'utiliser comme source d'énergie. Donc, une bactérie, si vous voulez, le but, comme je vous l'ai dit le premier cours, c'est de survivre et de se multiplier dans le milieu extérieur. Et si vous voulez, elle a appris à s'adapter. Elle est obligée de s'adapter parce que le milieu extérieur pour une bactérie, c'est un milieu qui est très rude. Donc, elle est obligée de s'adapter aux différents environnements. Elle est obligée d'apprendre en continu. Elle est obligée d'apprendre. Elle va acquérir des différentes options génétiques. Elle va apprendre à comment utiliser ça ou si je peux synthétiser ça. Elle va essayer d'apprendre le maximum pour essayer de survivre. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur la transformation? Donc, on va continuer vers la conjugaison. Alors, c'est quoi la conjugaison? Donc, c'est un processus sexuel strict qui nécessite un contact préalable et un appariement entre bactéries de sexes différents avec la formation d'un pont cytoplasmique permettant les échanges bactériens dans celui du chromosome. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, enfin, si vous vous rappelez le cours de structure, on avait vu les piliers sexuels, d'accord? Donc, c'est quoi la conjugaison? C'est tout simplement un transfert de matériel génétique entre deux bactéries par l'intermédiaire de hada, le pont, ce qu'on appelle le pont sexuel ou là, enfin, grâce au pili sexuel. Tout à l'heure, la transformation, on avait dit que ça se faisait entre deux bactéries, oui, mais une des bactéries était morte, si vous vous rappelez, parce qu'elle a libéré son matériel génétique dans le milieu extérieur. Enfin, dans la conjugaison, non, c'est le transfert génétique entre deux bactéries qui sont toujours vivantes. Alors, le facteur de sexualité ou de fertilité, le facteur F, permet la synthèse des pili sexuels chez la bactérie donatrice au mâle, qui vont se fixer à des récepteurs spécifiques sur la surface d'un récepteur de la cellule réceptrice femelle. Alors, chez la bactérie, qu'on soit bien d'accord, ça n'existe pas le sexe mâle et le sexe femelle. Ça n'existe pas, ça ne marche pas comme ça. Alors, c'est quoi la différence entre une bactérie mâle ou femelle? C'est que la bactérie mâle, elle a un plasmide. Vous vous rappelez, c'est quoi un plasmide? Alors, attendez. Un plasmide, on avait dit, c'est Hadek, le morceau d'ADN qui est flottant à l'intérieur d'une bactérie en dehors de son chromosome et qui pouvait, dans certains cas, s'intégrer à l'intérieur du chromosome. Mais un plasmide, c'est Hadek, le morceau d'ADN qui est en train de flotter dans le cytoplasme. Une bactérie qui est une bactérie F+, ou bactérie mâle, c'est une bactérie qui a un plasmide qui contient l'information génétique de comment coder un pili sexuel. Parce que pourquoi? Un pili sexuel, si vous voulez, c'est un tunnel formé de protéines. Encore, comme je vous l'ai dit, c'est une information génétique. C'est pas toutes les bactéries qui savent comment faire le pili. Donc, les bactéries mâles, c'est les bactéries qui ont le plasmide. Ça s'appelle des bactéries F+, qui ont le facteur F. Le facteur F, c'est le morceau de plasmide qui va coder pour la synthèse du pili.
Donc la bactérie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va essayer, la bactérie mâle, qui a un plasmide, elle va essayer de transférer le plasmide à une bactérie qui n'en a pas. Parce que les bactéries, بيناتهم كريمة, si vous voulez. Elle adore partager ses informations génétiques. Donc lorsqu'elle a un plasmide F, et lorsqu'elle a un plasmide qui code pour la synthèse d'épili, et qu'elle va rencontrer une bactérie qui n'en a pas, elle va lui dire, j'ai un peu de plasmide F pour que tu saches après comment synthétiser. Donc, une bactérie qui n'a pas de plasmide F, qui code pour le pili sexuel, et qui rencontre une bactérie F+, qui code pour un pili sexuel. À la fin de le transfert génétique, à la fin de la conjugaison, une bactérie femelle va se transformer en bactérie mâle. Donc, on va voir ça en détail. Alors, le facteur F ou le plasmide F, c'est le premier plasmide à être découvert. C'est un mini-chromosome d'ADN circulaire qui possède 4 propriétés principales. Donc, premièrement, le plasmide F, il produit des pili qui permettent l'attachement à d'autres cellules bactériennes et qui permettent le transfert d'ADN à d'autres cellules bactériennes. Ça, c'est la première option du plasmide F. OK. Donc, je résume. La conjugaison, c'est quoi? C'est le transfert génétique entre une bactérie donatrice et une bactérie réceptrice par le biais d'un pili sexuel. Sauf que le pili sexuel, c'est pas toutes les bactéries qui l'ont. Les seules bactéries qui l'ont, ce sont des bactéries qui ont le plasmide F. C'est quoi un plasmide? C'est un morceau d'ADN flottant extrachromosomique qui ne fait pas partie du chromosome. Il est en train de flotter à l'intérieur du cytoplasme de la bactérie et qui code pour l'information, entre guillemets, comment synthétiser un pili sexuel. Ok. Une bactérie qui a le plasmide F est une bactérie qu'on appelle une bactérie mâle. Pardon. La bactérie mâle, elle va se fixer sur une bactérie femelle qui n'a pas de plasmide F. Elle va se fixer dessus par l'intermédiaire du pili sexuel et elle va lui transférer une copie de le plasmide. Et donc, à la fin, vous allez avoir avec la bactérie femelle qui va se transformer en bactérie mâle F+. Voilà. Alors, le facteur F peut répliquer son ADN indépendamment du chromosome de la bactérie, ce qui permet son transfert et maintien dans une population de bactéries. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un plasmide F, la bactérie, elle décide de se répliquer elle-même avec la réplication de tout son chromosome et la participarité. Non, un plasmide F, il peut décider par lui-même, si vous voulez, de se multiplier vers une autre bactérie. Quand vous le voyez, faites le schéma, vous avez la bactérie donatrice et la bactérie réceptrice. Non, le plasmide F, il va coder pour le pili sexuel qui va s'attacher sur la bactérie réceptrice et il va se répliquer la bactérie réceptrice. Donc, qu'on soit bien d'accord, on a dit que les bactéries, ce sont des êtres qui sont très généreux, qui adorent partager leurs informations génétiques, mais ils ne sont pas bêtes. Elle ne va pas lui donner le plasmide F. Elle ne va pas le lui donner. Elle va le copier l'autre bactérie. On soit bien d'accord. Parce que donner carrément le plasmide F, c'est bête. Parce que si la bactérie donatrice, elle lui donnait, elle transférait comme le plasmide l'autre bactérie, elle va plus savoir comment coder pour le pili sexuel. Donc, encore une fois, le plasmide F, il est capable de se répliquer dans une autre bactérie. Et à la fin, vous allez avoir 2 bactéries qui sont F+, qui ont le plasmide F, qui vont etc., rencontrer d'autres bactéries qui n'en ont pas, etc. Troisièmement, le facteur F peut s'intégrer à l'intérieur du chromosome des bactéries par recombinaison. C'est ce qu'on va appeler un épisome. Ça veut dire quoi? Le plasmide, il peut à un moment donné se décider, il va se dire, tiens, je vais m'intégrer à l'intérieur du chromosome de la bactérie. Ce n'est pas tous les plasmides qui ont cette option, mais certains plasmides, ils l'ont. Donc, ce qu'on va appeler un épisome. C'est quoi un épisome? C'est tout simplement un plasmide qui s'est intégré à l'intérieur du chromosome.
Une partie des bactéries auront le facteur F intégré dans leur chromosome. Elles sont appelées lignées HFR, haute fréquence de recombinaison. On va voir pourquoi. Alors, je recommence. On a dit que les plasmides F, ils sont capables de synthétiser un pili sexuel. Ils sont capables de s'auto-transférer dans une autre bactérie par l'intermédiaire de hadak le pili sexuel. Maintenant, si le plasmide il arrive à s'intégrer à l'intérieur du chromosome, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez ce qu'on appelle les bactéries HFR. Je prends le schéma, ce que vous voyez en haut. Vous avez la bactérie dont le plasmide il s'est intégré en rouge à l'intérieur de son chromosome. La bactérie, elle va rencontrer une autre bactérie qui n'a pas de plasmide. Donc, il va y avoir la synthèse de pili sexuel. Ok. Le plasmide, il va décider de s'auto-transférer dans l'autre bactérie. Sauf que le plasmide, le cas, les lignées HFR, il a été intégré à l'intérieur du chromosome. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans le cas? C'est tout simplement que le plasmide, en même temps qu'il s'auto-transfère, il va transférer aussi un morceau du chromosome de la bactérie donatrice. D'accord? Et c'est ce qu'on appelle les lignées HFR, haute fréquence de recombinaison. Donc, à la fin, ce que vous allez avoir, c'est une bactérie réceptrice qui a son propre chromosome, mais aussi une bactérie donatrice qui a copié, mais chez donné, qui a copié une partie de son chromosome en même temps que le plasmide vers la bactérie réceptrice. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous voyez Fada le schéma, Hadi c'est une bactérie en haut, c'est une bactérie qui est réceptrice, à l'intérieur de laquelle il y a eu un transfert d'un morceau d'ADN. Comme tout à l'heure, une bactérie réceptrice ne va pas un morceau d'ADN dans son cytoplasme, elle ne va pas l'additionner à son chromosome. Je vous l'ai dit, une bactérie, c'est à chaque fois elle additionne à son chromosome, le cytoplasme il va exploser parce que le chromosome à un moment donné, la bactérie elle va plus suffire. Donc ce qu'elle va faire, c'est elle va faire ce qu'on appelle la recombinaison et échange allélique. Ça veut dire, comme tu vois bien les couleurs. La bactérie, le chromosome il est en noir et l'ADN reçu il est en bleu. Ce qu'elle va faire, c'est elle va couper un morceau de son ADN et elle va l'échanger avec l'ADN reçu. C'est ce qu'on appelle une recombinaison. Hagda, elle aura à la fin à peu près le même nombre elle aura à peu près la même taille de chromosomes que d'habitude. Je me dis, tu fais bizarre, maintenant, je fais bizarre. Donc, elle va faire un échange allélique. Elle va échanger. Alors, c'est un schéma récapitulatif. Je recommence pour que vous compreniez bien. Alors, on a ce qu'on appelle une lignée HFR de bactéries. C'est quoi une lignée HFR? C'est une bactérie dans laquelle le plasmide F il s'est intégré à l'intérieur du chromosome. Comme vous le voyez, non, le plasmide en jaune. Ok. Il s'est intégré à l'intérieur du chromosome. Jusqu'à maintenant, pas de problème. Sauf que la bactérie, au cours de Hieta, elle va rencontrer d'autres bactéries qui n'ont pas de plasmide F. Et puisque Hiya, elle est extrêmement généreuse, elle va lui dire, tiens, Agi, je vais te passer le plasmide F. Comme ça, toi, la prochaine fois, tu pourras créer le pili sexuel et transférer ton matériel génétique vers d'autres bactéries. Sauf que le plasmide F, la lignée HFR, il est inclus à l'intérieur du chromosome. Il s'est intégré à l'intérieur du chromosome. Bentlou, il s'est intégré. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque cette bactérie va transférer, elle va créer avec le pili sexuel et elle va commencer à transférer le plasmide F. Puisqu'il est intégré, elle va transférer en même temps que le plasmide F une copie de son matériel génétique à elle. Comme tu vois, ils ont fait l'exemple, la bactérie donatrice, elle a le chromosome en bleu et la réceptrice, il est en rouge. Voilà. Donc, elle va transformer une partie, A plus B plus C plus en bleu, elle va le transférer vers la bactérie réceptrice. Donc, la bactérie réceptrice, elle a reçu le morceau de plasmide, ok, mais avec lui, un morceau de chromosome de la bactérie donatrice. Le morceau de chromosome, il peut être parfois énorme. Elle ne va pas l'intégrer à l'intérieur de son ADN.
Alors, si le candidat هكذا par addition, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des mutations qui vont apparaître. Ça l'arrange pas. Deux, le chromosome, à chaque fois, ça va créer un extra giga gros chromosome. Ça l'arrange pas non plus, parce que ça va prendre toute la place du cytoplasme. C'est problématique. Donc, ce qu'elle va faire, c'est tout simplement, elle va faire une recombinaison génétique. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va couper le morceau qu'elle a choisi d'intégrer. Elle va couper le morceau d'ADN qui correspond à Andra, parce qu'on est bien d'accord, encore une fois, la conjugaison, elle se passe entre deux bactéries de la même espèce. C'est très important. C'est obligatoire. Ça se fait entre deux bactéries de la même espèce. Donc, la bactérie réceptrice, elle va voir, tiens, le chromosome, il ressemble au mien. Donc, je vais faire l'échange. Ça m'intéresse. Allez, je vais couper maintenant petit A, petit B, et elle va le changer. À la fin, quand vous le voyez, elle a un morceau d'ADN bleu à l'intérieur de son ADN. Donc, c'est de l'ADN de la bactérie donatrice. Mais avec le brun, avec qu'elle a changé, elle a donné fait un morceau d'ADN تاعها. Qu'est-ce qui va se passer? C'est elle va le perdre, elle va l'éliminer. Donc, à la fin, vous allez avoir une bactérie qui a reçu en même temps le plasmide F, mais elle l'a reçu, et en même temps un morceau d'ADN de la bactérie donatrice. Donc, si le morceau d'ADN fait des options en plus pour la bactérie, c'est encore mieux pour elle. Par exemple, la bactérie donatrice résiste à, je sais pas, à la vancomycine. Donc, à la fin, même la bactérie réceptrice, elle va résister à la vancomycine. Mais ça dépend du morceau d'ADN qu'elle a intégré. Donc, en termes de transformation et de conjugaison, il y a vraiment beaucoup de chance. C'est la bactérie, ça va dépendre du morceau d'ADN qu'elle a réussi à incrémenter, vous avez compris, il dans son ADN. Alors maintenant, c'est quoi la séduction et le facteur F'? Bon, je sais que c'est un peu compliqué, mais essayez de suivre. Alors, le facteur F', c'est quoi? On a dit que le facteur F peut, dans certaines circonstances, s'intégrer à l'intérieur du chromosome. Ok, moi non, comme tu vois, et ce qui est en rouge, c'est le plasmide F qui s'est intégré à l'intérieur d'un chromosome qui est en bleu. Ça. Sauf que le plasmide F, il ne va pas rester intégré toute sa vie. À un moment donné, parce que c'est un événement qui est réversible. Il veut se détacher. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'exciser. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez deux cas. Soit il va y avoir une excision normale. Ça veut dire quoi? Le facteur F va intégré à l'intérieur du chromosome. Il va décider de sortir. Il va s'exciser, faire sortir tout son matériel génétique ou c'est bon. À la fin, vous allez avoir votre morceau de chromosome et le plasmide qui flotte à côté. هذه ما فيهاش problème. C'est bon. Sauf que vous avez l'autre cas, qui est l'excision anormale. L'excision anormale, c'est quoi? C'est qu'au moment où le facteur F va s'exciser du chromosome dans lequel il s'est intégré, il va prendre avec lui un morceau de l'ADN du chromosome. Et c'est ce qu'on va appeler un facteur F'. Alors, c'est un résumé. Je recommence. Voilà, je vais recommencer là. Je recommencerai la partie, la séduction. Ou là, je recommence, fine. Ok, la séduction. Alors, la séduction, c'est quoi? On avait dit tout à l'heure qu'un plasmide F pouvait s'intégrer à l'intérieur d'un chromosome. Ok. Le schéma, vous avez, si vous voulez, c'est le matériel génétique d'une bactérie. En rouge, c'est le plasmide F. En bleu ou là, en violet ou là, comme tu vois, c'est le chromosome de la bactérie. Alors, si le plasmide F il s'est intégré à l'intérieur du chromosome, il ne va pas rester intégré toute sa vie. À un moment donné, il va décider de s'exciser. S'exciser, ça veut dire de sortir du chromosome dans lequel il s'est intégré. Je ne sais pas, il veut retrouver sa liberté. On a dit tout à l'heure que le plasmide, si vous voulez, c'est un matériel génétique qui est autonome. Il décide quand il s'intègre, quand il se multiplie, quand il sort. Bref, c'est un rebelle, si vous voulez. Il va décider de s'exciser, de sortir du chromosome dans lequel il s'est intégré. Donc là, vous avez deux possibilités. Soit il y a une excision normale.
Par exemple, je vais donner l'exemple du cas où hada le plasmide F, je dis n'importe quoi, hein, fait 300 paires de bases. Hada l'ADN, plasmide F fait 300 paires de bases. Il s'est intégré à l'intérieur du chromosome. Au moment de son excision, je vais retrouver 300 paires de bases. C'est bon, il a excisé 300 paires de bases qui moitié, qui moitié, qui moitié. Mais vous avez le cas comme l'excision anormale. Dans le cas de l'excision anormale, par exemple, elle fait 300 paires de bases, c'est bon, là, en rouge, il s'est intégré. Au moment de s'exciser, au lieu de ressortir avec 300 paires de bases, il va sortir avec 600 paires de bases. Ça veut dire, au moment où il a coupé maintenant, il a pris avec lui un morceau du chromosome dans lequel il s'est intégré. D'accord? Maintenant, vous allez me dire pourquoi vous nous dites ça. Alors, pourquoi cette information, elle est importante? Imaginez par exemple que Hada, le plasmide F, lorsqu'il s'est excisé, il a pris un morceau d'ADN du chromosome de la bactérie dans lequel la bactérie sait par exemple résister à la vancomycine. La bactérie qui a le facteur F' va rencontrer une autre bactérie et va lui passer Hadak le plasmide. Donc, non seulement elle va lui passer le plasmide F qui synthétise le pili sexuel, mais en même temps, elle va lui passer hadak le morceau du chromosome de la bactérie. Donc, si la bactérie donatrice, la bactérie mère, si vous voulez, elle sait comment résister à la vancomycine, le fait que le plasmide, en s'excisant, il a pris avec lui cette information génétique, la prochaine fois, lorsqu'il va être transféré vers une autre bactérie, il va lui transférer aussi l'information génétique. Et si l'information génétique c'est résistance aux antibiotiques, elle va lui transférer résistance aux antibiotiques. Par contre, des fois ça arrive, il peut s'exciser ou prendre avec lui une information génétique qui veut rien dire. Je suis obligatoirement, c'est un truc précieux. Donc, s'il prend avec lui un morceau d'ADN qui veut rien dire, ben, elle va lui transférer à la bactérie réceptrice un morceau d'ADN qui veut rien dire. Et là, il va rien se passer. Et c'est ça la sextuction. Est-ce que vous avez compris? Très bien. Donc, on va passer à troisième mode de transfert génétique. C'est la transduction et bactériophage. Donc, on a vu la transformation. C'est le transfert de matériel génétique entre deux bactéries. La première bactérie était morte où elle a donné son matériel génétique à la bactérie vivante. Deuxièmement, la conjugaison, c'est entre deux bactéries de la même espèce à travers un pili sexuel. Troisièmement, c'est la transduction. C'est tout simplement, c'est le transfert génétique entre deux bactéries par l'intermédiaire d'un bactériophage. C'est quoi un bactériophage? C'est tout simplement un virus qui infecte les bactéries. Alors, définition. Le transfert génétique d'un fragment d'ADN chromosomique ou extrachromosomique d'une bactérie à une autre effectué par des bactériophages qui sont dits transducteurs. Ce que vous voyez fait le schéma, c'est une bactérie qui est en bleu ou là en violet, je sais pas quoi, je fais de la couleur. وهادو les petites têtes, si vous voulez, en jaune, ce sont des virus. Alors, on va voir ça la fin d'année, enfin, milieu d'année, lorsqu'on va voir la virologie. Alors, les virus, ce sont des êtres qui sont extrêmement spécifiques. D'accord? Ça veut dire quoi spécifique? Ça veut dire que vous pouvez avoir des virus qui infectent les êtres humains. Vous avez d'autres virus qui infectent les plantes. Chaque mode, enfin chaque être vivant a ses propres virus, d'accord, qui vont l'infecter. Par exemple, les plantes, elles peuvent avoir leur virus et les bactéries aussi, elles ont leur virus. C'est ce qu'on appelle les bactériophages, d'accord? Dans le cas de la transduction, c'est tout simplement c'est le transfert entre deux bactéries de matériel génétique, mais par l'intermédiaire de les virus. Alors, un bactériophage ou un phage, pardon, c'est un virus qui n'infecte que des bactéries. Déjà, la structure de Saham, elle est assez caractéristique. Ce que vous voyez là en bas à droite, c'est un virus de bactéries. Comme tu vois que alors que là à gauche, c'est un virus d'être humain. La grippe, là, je sais. En tous les cas, comme vous le voyez, la structure, elle n'est pas du tout pareille. Alors, elles se répliquent dans la bactérie, utilisent la machinerie cellulaire et peuvent liser la bactérie. Donc maintenant, je vais faire un petit rappel de ce qu'on appelle des phages virulents et des phages tempérés.
Alors, encore une fois, les phages, ce sont les bactériophages. Essayez un peu de suivre. On va commencer là à gauche. Ce qu'on appelle les phages virulents. Les phages virulents ou les virus virulents, ce sont des virus qui vont provoquer un cycle lytique. Alors, déjà, est-ce que vous savez un virus, c'est quoi? Un virus, c'est un être vivant, d'accord, qui est composé que de matériel génétique et de sa paroi ou de son enveloppe. Alors, pourquoi, quand je dis qu'un virus fait que le matériel génétique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, pour survivre et se multiplier, هو يجي معاه que son matériel génétique, c'est-à-dire que un morceau d'ADN ou un morceau d'ARN. Donc, automatiquement, pour se multiplier, il va utiliser quoi? Il va utiliser ce qu'on appelle la machinerie cellulaire. Ça veut dire qu'il va utiliser l'ADN polymérase de la cellule qu'il a infectée, il va utiliser les ribosomes de la cellule qu'il a infectée pour pouvoir se multiplier. Parce que huwa ma عنده والو. C'est un être vivant qui est extrêmement simple. Fait que de l'ADN ou de l'ARN qui sont recouverts par une enveloppe. C'est tout. ما عنده لا les ribosomes, rien en fait. Il a rien. Aucune enzyme, la polymérase والو. Du coup, lorsqu'il va infecter une cellule, il va prendre la machinerie de réplication de la cellule, il va la détourner si vous voulez pour lui, parce qu'il va se multiplier. Et c'est ce qui se passe aussi chez une bactérie lorsqu'elle est infectée par un phage. Donc, on a le cycle lytique, qu'est-ce que c'est quoi? Comme son nom l'indique, quand je dis cycle lytique, lytique, ça veut dire qu'il y a une lyse. Une lyse, ça veut dire qu'il y a une destruction de la cellule à la fin. Un cycle lytique, c'est quoi? C'est tout simplement un virus qui va infecter une bactérie. Il va détourner tout son matériel génétique. Il va bien se multiplier comme il veut. Et à la fin, comme tu vois, il va être libéré avec l'ise de la bactérie. Ça veut dire avec la bactérie, il va la détruire. C'est ça un cycle lytique. Ça veut dire avec la bactérie, il prend toutes ses affaires, il va se multiplier d'une manière anarchique. Et quand un virus il se multiplie, mais si il va se multiplier en واحد ولا زوج, c'est-à-dire واحد, il va vous donner un millier ou un milliard de virus pour la cellule. Donc à la fin, avec la cellule bactérienne, elle ne va pas pouvoir suivre. Donc, on est bien d'accord. À la fin, au moment de la libération, il va exploser avec la bactérie. Donc il va la tuer en sortant. C'est ça un phage virulent. Virulent, ça veut dire qu'il détruit la cellule qu'il a infectée. D'accord? D'un autre côté, on a ce qu'on appelle les phages tempérés. Les phages tempérés, qu'est-ce qu'ils vont faire? À droite, c'est les cycles lysogéniques. C'est un phage, c'est un virus qui, lorsqu'il rentre à l'intérieur de la bactérie, qu'est-ce qu'il fait? Si vous voulez. Il va s'intégrer à l'intérieur du chromosome de la cellule, de la bactérie. Et il va se multiplier à son rythme. Ça veut dire que lorsqu'elle va se répliquer, par exemple, je donne un exemple, ça E. coli, elle a été infectée. L'ADN de le virus, il va s'intégrer à l'intérieur de son ADN. OK? Oui, elle va se multiplier, il se multiplie parce qu'il est intégré à l'intérieur de son chromosome. C'est ça les phages tempérés. Sauf que un phage tempéré, mais parce que là, c'est pas assez pour lui, si vous voulez. À un moment donné, il va s'exciser, il va se transformer en cycle lytique. Ça veut dire à un moment donné, la multiplication, comme tu vois dans le schéma, il va s'exciser et il va commencer à se multiplier et à détruire la cellule qu'il a infectée. C'est ça un cycle lysogénique. Donc, on a la transduction maintenant. On revient à notre transduction. La transduction résulte d'une erreur d'encapsidation lors de l'assemblage des virions d'un fragment de génome bactérien et encapsidé à la place de l'ADN viral. Alors, j'explique. Essayez de suivre avec moi le schéma. Essayez de suivre bien. Alors déjà, en présentiel, j'ai du mal à l'expliquer. On va essayer, on va y arriver. Alors, vous avez premièrement la cellule bactérienne qui a son chromosome, comme tu vois, en bleu, c'est bon, qui va être infectée par le virus. Le virus qui a son ADN en rouge. Ça. Elle va être infectée. Le virus, il rentre à l'intérieur de la cellule, il va la détruire. Il va la détruire, c'est bon, il va se multiplier, etc. La capsule, c'est quoi? La capsule d'un virus, c'est la tête jaune, ce que vous voyez en jaune sur le schéma.
Donc, le virus, il se multiplie, il se réplique à l'intérieur de la cellule. Alors, la dernière étape de réplication d'un virus, c'est quoi? C'est il va encapsider. Encapsider son morceau d'ADN qu'il a répliqué. Ça veut dire quoi? La cellule. Vous avez tous les morceaux, ce que vous voyez, des morceaux d'ADN en rouge. C'est l'ADN du virus qui a été répliqué à l'intérieur de la cellule. Avant de sortir, parce qu'un ADN بوحدو هكذا d'un virus, il ne peut pas sortir بوحدو. Il doit être protégé par هذيك la capsule jaune. Avant de sortir, il va être ce qu'on appelle encapsidé. Ça veut dire enfermé à l'intérieur de هذيك la structure jaunâtre qui va le protéger, si vous voulez, du milieu extérieur. Alors là, la transduction, c'est quoi? C'est au moment où l'ADN viral va être encapsidé, il va y avoir une erreur. Ça veut dire quoi? Avec la capside, au lieu de aller enfermer un ADN viral qui est rouge sur le schéma, elle va faire une erreur. Elle va prendre un morceau d'ADN de la bactérie qui est en bleu, qu'elle a détruite. On est bien d'accord, parce que dès que le virus, en se multipliant à l'intérieur de la cellule bactérienne, il va l'exploser. Avec le chromosome Taha, il va le détruire complètement. Il va y avoir des morceaux qui flottent de l'ADN de la bactérie. Donc, avec la capside, au lieu de prendre un morceau d'ADN le virus, elle va faire une erreur. Elle va prendre un morceau d'ADN de la bactérie qu'elle a détruite. Et elle va être libérée dans le milieu extérieur. C'est bon, les virus, c'est que la cellule, elle est morte, ça y est, ils l'ont explosée. Et les virus vont être libérés dans le milieu extérieur. راهم يدوروا. À un moment donné, ils vont rencontrer une autre bactérie. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont l'infecter. Sauf que ce que vous devez savoir, c'est que même si avec le virus qui a fait l'erreur et qui a pris avec lui un morceau d'ADN de la bactérie, il va quand même infecter une autre bactérie. Il va lui injecter le matériel génétique qu'il a pris de la première bactérie. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça la transduction. C'est de prendre un morceau d'ADN d'une bactérie donatrice et il va l'injecter à une autre bactérie réceptrice. Bien sûr qu'il a infecté tous les deux. Donc là, ce qui va se passer, c'est avec le morceau d'ADN qu'il va injecter, puisqu'il est pas viral. Donc automatiquement, la cellule qu'il va infecter, il ne va pas y avoir enfin, un cycle lytique. C'est vrai qu'il lui a injecté un morceau d'ADN, mais c'est pas son ADN. Donc avec la cellule réceptrice, elle va pas être détruite parce qu'il n'y a pas d'ADN du virus à l'intérieur. Il va pas se répliquer. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va prendre avec le morceau d'ADN qu'il lui a donné et elle va l'intégrer ou le recombiner avec son propre ADN. Et c'est selon l'erreur, qu'est-ce qui s'est passé? L'erreur qu'il a fait le virus. Par exemple, par erreur, il prend un morceau d'ADN qui code pour la résistance à la vancomycine. Et il va l'injecter à l'autre bactérie qui va l'intégrer. C'est une erreur, si vous voulez, joyeuse enfin, heureuse pour la bactérie réceptrice. Non seulement elle va pas être infectée parce que le virus, il est déficient, qu'il a infecté. Deuxièmement, il lui a ramené un morceau d'ADN qui code pour une information génétique X ou Y. Donc, il va l'intégrer à l'intérieur de son chromosome et elle va continuer sa vie. Est-ce que vous avez compris? C'est ça la transduction généralisée. Donc, elle est assurée par les phages virulents qui, au cours du cycle lytique, encapsident par erreur et de façon aléatoire. C'est vraiment al-zhar, ce qui va se passer. C'est une erreur faite par le virus qui va prendre au hasard un morceau d'ADN non capsidé et l'injecter à une autre bactérie. Donc, la taille des fragments, elle est vraiment très petite. Donc, là, ça dépend de l'information génétique qui va être transférée. Alors, la transduction généralisée, soit elle peut être complète ou abortive. Complète ou abortive, ça veut dire quoi? Complète, ça veut dire que la bactérie, elle va réussir à intégrer avec le morceau d'ADN qui lui a été donné. Abortive, c'est la bactérie, elle va choisir de ne pas l'intégrer. Et dans ce cas-là, il va être perdu. Alors, en résumé, est-ce que vous avez compris? Ok.
Donc, c'est des schémas récapitulatifs si vous voulez, transduction généralisée, complète et abortive. On va passer à la transduction spécialisée ou restreinte. Alors, on a dit tout à l'heure, la transduction généralisée, ça se fait en général au cours d'un cycle lytique. Ça veut dire où la bactérie, elle est explosée, entre guillemets. Là, la transduction spécialisée, c'est une autre histoire. Alors, c'est pas au schéma. La transduction spécialisée, c'est quoi? C'est vous avez une bactérie qui a été infectée par un phage. On a dit que les cycles lysogéniques, avec le virus, l'ADN il va s'intégrer à l'intérieur du chromosome de la bactérie et il va se multiplier jusqu'à un moment donné. Donc la transduction spécialisée, c'est quoi? C'est au moment, on a dit c'est bon, l'ADN le virus, il est en bleu. Là, il se multiplie avec la bactérie, il عايش حياته avec elle, c'est bon, il n'y a pas de problème. À un moment donné, ça y est, il en a marre, ça prend trop de temps, il va s'exciser. Lorsqu'il va s'exciser, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre avec lui, par erreur, encore une fois, un morceau de la bactérie. Si vous vous rappelez que moi, tout à l'heure, le plasmide F, lorsqu'il s'intègre, il s'excise, je vous ai dit, parfois, il commet une erreur, il prend avec lui un morceau d'ADN de la bactérie. Là, c'est la même histoire. Le virus, au moment de s'exciser, il va prendre avec lui un morceau de l'ADN de la bactérie. Ce qui va se passer, c'est avec le cycle lytique. Ça veut dire quoi? Il va s'exciser. Mais il flotte dans le cytoplasme. Il va commencer à se multiplier à l'intérieur de la bactérie, le virus. Il va la détruire. Sauf que lorsqu'il va se multiplier à l'intérieur de la bactérie, non seulement il va multiplier son propre ADN, mais aussi avec le morceau de l'ADN de la bactérie qu'il a pris par erreur. Il va se multiplier. À un moment donné, il va infecter une autre bactérie. Lorsqu'il va infecter avec l'autre bactérie, puisque c'est un phage qui est tempéré, il va s'intégrer à l'intérieur du chromosome de la bactérie réceptrice. Lorsqu'il va s'intégrer à l'intérieur du chromosome de la bactérie réceptrice, il va intégrer avec lui le morceau d'ADN qu'il a pris par erreur au début. Et c'est ça ce qu'on appelle une transduction spécialisée ou restreinte. Alors pourquoi spécialisée? Parce que tout simplement, ils ont trouvé un bactériophage, il s'intègre toujours dans une bactérie au même endroit. C'est-à-dire, il ne s'intègre pas au hasard à l'intérieur du chromosome d'une bactérie. Il s'intègre au même endroit. Un emplacement spécial où il s'intègre spécialement. Donc, à chaque fois qu'il va s'exciser, à chaque fois, il va prendre le même gène. Parce que lorsqu'un morceau d'ADN s'intègre à l'intérieur du chromosome, il a un morceau de chromosome à droite et un morceau de chromosome à gauche. Donc, au moment de s'exciser, à chaque fois, il va prendre les mêmes parties d'une bactérie. Donc, c'est pour ça que c'est spécialisé. Contrairement à la transduction généralisée de tout à l'heure, où l'ADN qu'il prend, qu'il encapside par erreur, c'est vraiment au hasard. Ça peut être n'importe quelle partie de l'ADN. Alors que la transduction spécialisée, vu qu'il s'intègre à chaque fois au même endroit, au moment de s'exciser, il va prendre, comme les virus, comme les phages, au moment de s'exciser, ils vont prendre les mêmes parties qui sont, enfin, particulières, vu qu'ils s'intègrent à chaque fois au même endroit. Donc, c'est ce qu'on appelle une transduction spécialisée. Voilà. Là, c'est un schéma récapitulatif. Est-ce que vous avez compris? Bon, bah, il y a une petite partie et on finit. Bon, si ça peut vous rassurer, Hadou, les physiologie et génétique, c'est les cours les plus compliqués de ce trimestre. Donc, si vous arrivez à comprendre tout ça, c'est vraiment pas mal. Alors, les transferts génétiques, on a vu la transformation, la conjugaison et la transduction. Maintenant, c'est complètement autre chose. La conversion lysogénique. Alors, c'est quoi la conversion lysogénique? La conversion lysogénique, c'est tout simplement. Alors, maintenant, d'habitude, je pose la question en direct, mais bon, c'est pas grave. Lorsqu'un virus, il va infecter une bactérie, lorsqu'un bactériophage infecte une bactérie, avec le morceau d'ADN viral, en général, si la bactérie, elle arrive à le traduire en protéines, est-ce qu'il a un sens pour elle? En général, hein.
tout à l'heure. Est-ce qu'il va avoir un sens? Parce qu'on soit bien d'accord que la bactérie, n'importe quel ADN qu'elle fait rentrer dans son cytoplasme, elle va le traduire en protéines. Elle va transduction, traduction, à la fin, vous allez avoir une protéine. Alors, ce n'est pas tous les ADN qui ont un sens. Ça veut dire quoi? Parce que même si elle le traduit avec le morceau d'ADN qu'elle a reçu, qu'il soit viral ou la bactérien, s'il est mal coupé ou là, s'il est mal agencé, et elle va le traduire